On a reçu chez nous, envoyé un SMS alors que j'étais au travail, c'était 10h30, 11h. Il m'a dit, ça y est, on les a reçus. À midi, j'ai pris mes affaires et je suis partie chez moi pour déjeuner, comme tous les jours, sauf que je ne suis jamais revenue. L'immobilier locatif, c'était pas du tout une option en fait. Avec 1 600 € net de revenus pour deux, on a pu emprunter 147 000 €, 440 très exactement. Ce que moi je pensais être mon futur, c'était ce que lui pensait ne pas être son futur en fait. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Allez, c'est parti. Salut à toi, bienvenue sur le nouvel épisode de Chronique Immo. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Marine. Salut Marine. Salut Mathieu. Ça va ? Ça va et toi ? Super. Marine, j'avais envie de t'avoir au micro parce qu'on est amis. Oui. T'es investisseuse immobilière. Oui. Investisseuse immobilière, je sais pas si ça se dit. Comment tu te c'est présentes ? pas très joli, mais oui, j'investis du coup en couple. Du coup, on va dire qu'on est un couple d'investisseurs immobiliers. Je suis très content parce que souvent on entend des parcours inspirants, et il n'y a pas de problème avec ça. On entend assez peu des parcours classiques en fait d'investisseurs immobiliers. Ceux qui se taisent et ceux qui disent rien. Ceux qui investissent en couple. Souvent, il y a une personne dans le couple qui se met en avant, qui montre ce qu'il fait ou qui en parle. Mais dans un couple, il y a deux personnes. Et quand il y en a un qui fait des projets immobiliers, en fait, il y en a toujours deux. On n'est jamais tout seul, on est toujours accompagné. Et j'avais envie de t'avoir au micro parce que je pense que tu vas pouvoir apporter un petit peu de fraîcheur. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter, dire qui tu es, et ça va t'amener tout naturellement à nous dire ce que tu fais aussi dans la vie, si tu veux dire professionnellement ce que tu fais. Ok, alors du coup moi c'est Marine, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants, je vis à Montpellier et je suis en couple et associée avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle François Denis et qui est présent en ligne sous le nom Riche à 30 ans. Ça nous permet aussi d'introduire le fait qu'on est associés tous les trois dans l'immobilier. Tout à fait. Et que donc du coup tu as une partie, t'as une responsabilité là-dedans. Et oui, pareil. Et qu'est-ce que tu fais avec François ? Du coup, c'est quoi votre activité, si tu peux en parler rapidement ? Alors, notre activité principale, c'est un centre de formation et un cabinet de conseil en investissement. Ok. Donc, on accompagne les gens sur le développement de leur activité et aussi sur le développement et la mise en place de leurs investissements. Et notamment, ça passe bien évidemment par l'immobilier. Donc, vous faites de l'immobilier en couple, vous apprenez aux gens à faire de l'immobilier. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est n'importe quel immobilier ou est-ce que on parle de n'importe... Enfin, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que vous faites en immobilier ? Alors nous, on fait de l'investissement locatif. Okay. Donc on achète des biens ultra rentables qu'on met en location, donc notamment des colocations, mais également des appartements individuels. Ok, donc stratégie colocation et des appartements. C'est ça. Okay. En longue durée uniquement. On ne fait pas du tout de courte durée. Ok, oulala, va pas trop vite pour nous. Ça va être juste après. Alors, tu connais peut-être pas le rituel, mais à chaque fois qu'il y a une interview, on peut pas commencer les questions sérieuses avant de poser la main sur le livre virtuel de Chronique Immo et de dire je jure qu'il n'y aura pas de bullshit parce que c'est une interview, zéro bullshit. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Bon, super, on peut commencer alors. Donc c'est quoi ta relation à toi, juste toi Marine, avant de rentrer dans effectivement les investissements que vous avez pu faire en couple ? Toi, tu sors des études. Toi, ta relation à l'immobilier, c'est quoi ? Alors moi, j'ai fait des études assez classiques. J'ai trouvé un CDI. Donc j'ai fait mes études en alternance. Qui n'ont rien à voir avec l'IMO ? J'ai fait de la gestion, des ressources humaines, du management, de la comptabilité. Ouais. T'avais pas eu de notion ? Rien du tout. Rien du tout. Il n'y a pas d'investisseur immobilier dans ma famille, mis à part un de mes oncles. Mais qui s'est jamais spécifiquement étalé sur le sujet en famille. Okay. Mes parents ne sont pas investisseurs immobiliers. J'avais pas dans mon cercle d'amis d'investisseurs immobiliers non plus avant de démarrer. Et toi, est-ce que tu as eu ce truc, tu sais, souvent, moi j'en parle par rapport à mon expérience à moi, c'est vrai que très jeune, je me suis dit, mais il y a un truc à faire dans l'immobilier, c'est sûr. Je me suis rapproché de certains livres ou de certaines personnes où j'avais compris qu'ils vivaient de ça. Est-ce que toi, c'était un truc, est-ce que quand tu es sorti d'études ou même pendant tes études, est-ce que tu t'es dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher dans l'immobilier ? Alors, pas du tout. Moi, j'avais cet état d'esprit qu'ont la plupart des gens, parce que c'est comme ça que j'ai été élevée, et puis mon entourage pensait la même chose. C'était qu'il fallait trouver un CDI, acheter sa résidence principale, et payer un crédit plutôt que payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Okay. Et pour moi... si on m'avait demandé à 15 ans, enfin à 18 ou à 20 ans, comment je me voyais 5 ou 10 ans plus tard, c'était propriétaire de ma maison
Et c'est tout. Enfin, l'investissement locatif, l'immobilier locatif, c'était pas du tout une option en fait. Pour moi, c'était loin en plus pour toi. C'était loin et puis pour moi c'était réservé à une certaine partie de la population. Pour moi, les investisseurs immobiliers ou les gens qui ont fait fortune dans l'immobilier, c'est les riches, c'est des gens qui sont qui ont démarré dans la vie avec papa, maman qui leur a donné une grosse somme d'argent, qu'ils ont placé, qu'ils ont fait fructifier, etc. Pour moi, c'était pas du tout accessible au commun des mortels. Bien sûr. Du coup, spoiler alert, aujourd'hui tu as dit tout à l'heure que tu avais 32 ans. Tu as acheté ta résidence principale et tu rembourses un crédit du coup. Absolument pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et oui, effectivement, j'imagine que pour la plupart qui nous écoutent, vous savez, si tu m'écoutes, tu le sais, je prône pas du tout pour l'achat de sa résidence principale. Maintenant, c'est pas incompatible avec l'investissement immobilier locatif, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment de prime abord, c'est pas ce qui est conseillé, parce que ça va peut-être te créer une rétention de capacité d'emprunt, en tout cas en début de carrière dans l'investissement locatif. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment t'es tombé dedans dans l'immobilier, vu que t'avais pas d'affinité particulière, tu sors des études, t'avais pas d'idée d'aller là-dedans. Donc comment t'as fait pour tomber dans l'immobilier ? Alors je suis tombée dedans grâce à mon conjoint, grâce à François. Ouais. Parce que lui, ça faisait partie, lui contrairement à moi, ça faisait partie de ses projets de vie, de faire des investissements immobiliers, pardon. Et ça faisait pas du tout partie de ses projets de vie d'acheter sa résidence principale le plus vite possible. Et ce que moi je pensais être mon futur, c'était pas du tout, c'était ce que lui pensait ne pas être son futur en fait. Génial. Du coup, on peut peut-être se dire, ça a dû créer une friction, ou est-ce que c'était défendable, est-ce que c'était compréhensible pour toi, ce qu'il voulait faire lui Alors déjà, quand il a lancé son business et ce pourquoi certains d'entre vous doivent certainement le connaître, forcément moi je me suis mise à travailler avec lui. Et c'est vrai que quand j'en ai entendu parler, ça coulait de source en fait. Une fois que quelqu'un proche de toi te l'explique et te donne les chiffres et t'explique et te montre par A plus B comment ça marche, c'est évident. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis mais comment j'ai pu ne pas le savoir et risquer de passer à côté de ça. Parce que je pense qu'on va en parler tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais au final, c'est très simple et c'est tout bête. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que la plupart des gens vont se dire mais attends, parce que tu l'as rencontré, t'avais quel âge, 25 ans, 26 ans ? J'avais presque 26 ans, ouais. 26 ans. À 26 ans, on est adulte, on a le cerveau, c'est bon, il est fini le cerveau, donc on a des convictions. Donc c'est impressionnant de se dire, même à 26 ans, tu as été remise en question et tu t'es dit, peut-être que c'est possible. Et effectivement, une fois que c'est expliqué, c'est difficile de... Oui, voilà. Des maths, hein, une fois que c'est expliqué, et d'autant plus par quelqu'un qui m'est proche et en qui j'ai confiance. Ouais. Bien sûr que c'est évident. C'est même pas envisageable de le remettre en question. Ok, donc du coup, premier investissement, il y a combien de temps ? Il y a 4 ans. C'était notre premier investissement ensemble, c'était en mai 2018. Donc mai 2018. Aujourd'hui, combien d'investissements Aujourd'hui, donc ensemble. On est en juin 2022, on a 4 biens et normalement, dans les semaines à venir, on devrait en avoir 2 de plus. Ouais. Je me suis fait une petite parenthèse tout à l'heure, puisqu'on se connaît très bien et je pense que ça te dérange pas d'en parler. Auquel cas, on coupera. Du coup, tu m'as dit en 2017, le premier investissement ? 2018. 2018, donc 2018-2022. Donc 4 ans, il y a 4 ans. En 4 ans, vous avez levé 1 million d'euros, à peu près. À peu près, oui. Ouais, de foncier. J'ai pas l'impression que ce soit un secret, mais cette année, normalement, vous êtes censé lever au tout et pour tout 2 millions. Ça veut dire que vous allez faire 2 fois plus en 1 an. Sur un an glissant, vous allez lever 2 fois plus que ce que vous avez fait en 4 ans. C'est ça, oui. Comment t'expliques ça ? Eh bien, justement, c'est l'effet de levier que permet l'immobilier. Pour être très factuel et très simple, nous, notre objectif et l'objectif de tous les investisseurs immobiliers, c'est d'acheter des biens qu'on va mettre en location immédiatement et qui vont nous rapporter de l'argent. Donc, on va prendre des chiffres simples. On va partir sur une mensualité de crédit de 500 euros par mois. Notre objectif, bien évidemment, c'est d'encaisser plus que 500 euros par mois de loyer pour être en positif. Donc bien sûr, il faut déduire les charges, il faut déduire les impôts fonciers, tout ce qui va derrière, les impôts l'IS suivant la société, le type d'imposition. Ouais.
Et l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a payé le crédit, une fois qu'on a payé tout ce qu'on a à payer, et une fois qu'on a encaissé tous nos loyers, on ait plus d'argent, enfin qu'on ait un solde positif. Ouais. Et en fait, c'est ce solde positif-là qui va nous permettre de pouvoir encore emprunter. Parce que du coup, notre revenu mensuel, il augmente. Et plus on va acheter de biens immobiliers, et plus on va gagner d'argent. Et plus on pourra emprunter, plus notre taux d'endettement va baisser. Et en fait, c'est un cercle infini. Plus on va s'endetter et plus on va pouvoir s'endetter. C'est super important de comprendre ça, c'est-à-dire que si tu n'as jamais investi et que tu écoutes ce podcast aujourd'hui, que tu as envie d'écouter des gens inspirants ou juste de te renseigner, de te former, tu n'es pas obligé de toujours comprendre le moindre détail de ce que tu vas faire. Il faut juste que tu comprennes ça parce que c'est la clé, c'est vraiment la pierre angulaire de l'investissement immobilier, c'est la compréhension de l'effet de levier. Donc plus tu vas investir, dans des biens rentables évidemment, plus tu vas venir faire baisser ce taux d'endettement parce que tu vas te générer des revenus complémentaires. Alors même s'ils sont pondérés dans les calculs des banques, ils viennent s'ajouter à ce que tu gagnes déjà. Donc tu multiplies, imagine que tu fais 200 € propres de cash flow sur chaque lot que tu possèdes, tu viens ajouter ces 200 € à ton revenu en fait mensuel. Donc tu imagines bien que le taux d'endettement, si tu ne changes pas de façon de vivre et que tu ne te prends pas une villa à 2000 € par mois, potentiellement tu peux emprunter toujours plus et tu peux acheter plus gros. Et il y a aussi un truc qui est génial en immobilier, c'est que quand tu achètes gros, généralement il y a assez peu de concurrence et donc tu peux te tirer des meilleures rentabilités. Donc ça c'est la finalité, on va dire, de l'investisseur. Ouf, je ferme cette parenthèse. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup d'entendre tout ça. Bravo pour ce que vous avez fait déjà, parce qu'en 4 ans c'est pas rien quoi. Ouais, merci. T'es consciente que c'est pas rien ? Oui, bien sûr. Ok. Alors, c'est pas rien, mais je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Au final, c'est très simple. Et c'est hyper facile. Et en fait, plus on en fait, et plus c'est facile, et plus la banque nous suit. Et on a même notre conseillère qui nous appelle régulièrement, qui nous appelle de temps en temps pour nous demander si on prévoit pas de se positionner sur des nouveaux projets bientôt. Voilà, parce que forcément, on est des clients rêvés pour eux, parce que tous les mois, on ramène encore plus d'argent. Enfin, à chaque projet immobilier, on amène encore plus d'argent qu'avant sur le compte. Donc c'est incroyable. Ça fait plaisir d'entendre ça, parce que des fois, on peut se dire, ouais, la banque, elle doit en avoir marre de nous voir passer avec des projets, mais en fait, pas du tout. La banque, elle rêve que de ça. D'avoir des gens qui viennent avec des projets rentables, parce que la banque, elle gagne de l'argent grâce à ça. Oui, alors la banque ne gagne pas de l'argent sur les crédits octroyés. C'est pas quelque chose qui les rémunère beaucoup. Ouais. Par contre, ils gagnent de l'argent sur les assurances et sur tous les services additionnels qu'on peut prendre chez eux. Donc l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance habitation qu'on va prendre pour le bien qu'on va louer, et puis tous les petits services, ouvrir un compte chez eux, la carte bancaire, etc. C'est une sorte de pack. Voilà, ça fait partie du deal, et ça fait partie de la négociation qu'on a avec eux. Ok, vous nous financez, mais nous, on va vous ramener de l'argent, mais aussi on va vous prendre des services à côté. C'est une relation de confiance sur la durée qu'on établit avec la banque. C'est toi qui gères ça au sein du couple, la partie un peu dossier, financier, tout ça ? Oui, du coup, vu mon parcours scolaire et professionnel, c'est ma partie. Ok. Est-ce que tu as une conviction, je me posais la question par rapport à ça, par rapport à l'immobilier et l'investissement en général, est-ce que tu as une conviction, quelque chose de fort, d'engageant, où tu te dis, ça c'est, je suis sûr que c'est comme ça, et maintenant que je vois que ça marche, je ne verrai pas les choses autrement ? La conviction que j'ai, c'est que c'est possible, parce que je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est pas possible, que, comme je disais tout à l'heure, c'est réservé à une certaine partie de la population. Ouais. C'est possible même en démarrant avec un petit salaire. Parce qu'on n'est pas obligé d'acheter gros, hein. On peut très bien avoir un SMIC et pour rentrer dans les détails, le premier bien qu'on a acheté, il n'était pas affiché à ce prix-là, mais on l'a négocié et on l'a eu à 130 000 €. Ouais. Donc c'était un appartement de 90 mètres carrés dans lequel on a fait une coloc de 4 chambres. Oula. À Montpellier ? À Montpellier. Oula. Donc 130 000 €, on y a fait 47 000 € de travaux. Et... Si tu es de Montpellier et que tu écoutes ça, je pense que ça va te faire plaisir d'entendre ce genre de chiffres. Donc 177 000 €. Nous, on a mis un apport de 30 000 €. Ouais. C'était le deal du coup, avec la banque pour le premier investissement, il fallait mettre un petit peu d'apport. Mon conjoint, donc François, avait déjà lancé son activité, mais comme il n'avait pas encore 3 bilans, la banque n'a pas voulu prendre en compte ses revenus.
Ouais, c'est souvent le cas. Ouais. Parce que quand on est entrepreneur, voilà, la banque, elle veut bien nous suivre, mais il faut qu'elle puisse s'assurer que l'entreprise qu'on a créée, elle soit quand même prospère et qu'elle s'établisse dans la durée. Donc elle demande, c'est vrai, minimum 3 bilans. Et moi, à cette époque-là, je n'étais pas obligée de travailler parce que les revenus qu'on dégageait avec notre activité nous permettaient de vivre à deux très bien. Mmh. Mais comme on avait pour projet de faire des investissements immobiliers, on s'est dit il faut qu'on joue le jeu de la banque, il faut qu'il y ait un CDI. Donc c'est moi qui ai fait le sacrifice d'avoir un CDI et je gagnais à cette époque-là en net 1 600 €. Ok, ça s'est joué à pile ou face, ça ou pas? Non, parce que c'était plus important que François développe l'activité plutôt qu'il aille travailler pour un job qui ne lui plaisait pas. Ouais. Donc c'est moi qui me suis sacrifiée. Ouais. Et donc avec 1 600 € net de revenus pour deux, parce que la banque ne voulait pas prendre en compte les revenus de François, on a pu emprunter... 130. Enfin 100. 147. 147. Coup, ouais, 147 000 €, 440 très exactement, le montant du crédit. Ouh. Ok. Et cet appartement-là, aujourd'hui, nous dégage net, une fois qu'on a payé le crédit, les charges de copropriété, parce que c'est dans un immeuble forcément, donc du coup il y a des charges de copropriété. On fournit tout aux locataires, donc l'électricité, internet, l'eau, etc. Ils n'ont rien à payer en plus, c'est tout compris. Chaque mois, il nous reste de cash flow, donc c'est de l'argent net qui arrive dans notre poche, entre 900 et 1 000 €. Que demander de plus? Franchement, c'est génial. Donc, vous avez une mensualité de crédit de combien là-dessus? On a 540 € par mois. Ouais. Et en sachant qu'on avait demandé, quand on l'a acheté, quand on a négocié le crédit, ce qu'on demande toujours, c'est d'avoir un différé de remboursement. Bien sûr. Donc, on demande à la banque de nous laisser... Donc, en général, ils acceptent 24 mois. Certaines banques acceptent 36 mois, mais la plupart, c'est 24 mois. On a payé, du coup, pendant 24 mois que les intérêts intercalaires. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pendant les 24 premiers mois, on remboursait, je crois, 200 ou 300 € de mensualité. Donc, je vous laisse faire le calcul au niveau de la rentabilité. C'est beau. J'étais en train de faire le calcul vite fait. En fait, vous avez immobilisé 30 000 €. Ouais. Et vous vous êtes créé une rente nette d'impôts de un peu plus de 900 € par mois. C'est ça, oui. Bon, ça valait le coup de les immobiliser, ces 30 000 €. Bien sûr. Bon. Super. Mais du coup, ça m'amène à... C'est parce que du coup, j'ai envie de rebondir sur le fait que tu aies pris un CDI. Du coup, tu es obligé de t'impliquer dans un job, d'aller bosser tous les jours. Et ce, pendant 1 an, tu m'as dit? Pendant 1 an, oui. Ok, de manière à avoir des comptes propres, recevoir le salaire, montrer que tu n'es pas dépensière, etc. Tout à fait. Ok. Tu as continué dans ce job, du coup, pour faire d'autres affaires derrière? Alors, j'ai continué... Alors, ce bien-là, on l'a acheté en mai, le premier. Et on s'était déjà positionné sur un autre bien. Je crois que c'était le 17 juillet ou quelque chose comme ça. On a reçu chez nous par courrier les offres de prêt. François m'a envoyé un SMS alors que j'étais au travail, c'était 10h30, 11h. Ouais. Il m'a dit, ça y est, on les a reçus. À midi, j'ai pris mes affaires et je suis partie chez moi pour déjeuner, comme tous les jours, sauf que je ne suis jamais revenue. Jamais. Ils t'attendent d'ailleurs toujours, je crois. Ils m'attendent d'ailleurs toujours. Ok. J'avoue que cette histoire, elle est vraiment croustillante et rien que de l'entendre, moi, ça me rend dingue, quoi. C'est génial. En fait, vraiment, tu joues le jeu de la banque, donc tu acceptes le deal. Tu sais qu'il faut avoir des comptes propres, tu sais qu'il faut avoir un CDI avec des salaires. Par contre, dès que tu as eu ce que tu voulais et que tu n'avais plus besoin, parce que du coup, ça voulait dire aussi que derrière, tu n'allais plus avoir besoin. Alors, j'en avais déjà plus besoin par rapport à l'activité qu'on avait développée avec François en parallèle. Mais alors là, du coup, ce deuxième bien, on l'a acheté un petit peu moins cher. Celui-là, donc c'est un appartement toujours à Montpellier de 75 mètres carrés. Ouais. Pareil, on a fait une coloc de 4 chambres. On a fait 50 000 € de travaux. Et l'appartement, on l'a négocié et on l'a eu à 97 000 €. Il est pour ceux qui connaissent un peu Montpellier, il est à 10 minutes du centre-ville. Donc, Franchement, c'est des tarifs aujourd'hui. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'est plus trouvable. Hein. Ça se trouve plus. Hein. Dans ces tarifs-là, ça devient très compliqué. Alors, l'immobilier a un petit peu augmenté, mais à cette époque-là, personne ne croyait quand on disait qu'on avait acheté ce bien-là à ce prix-là. Ouais. On a eu une offre l'année d'après, je crois, quelqu'un qui connaissait l'immeuble, qui nous a contacté, qui voulait nous en offrir le double. Ouais. 190 000 €. Ouais. Sans connaître le système d'exploitation, rien, juste par rapport à la surface. Par rapport à la surface et par rapport à l'emplacement, oui. Ouais.
Là, ce qui s'est passé pour ce bien, c'est que les gens qui l'avaient, en fait, il était squatté. Il était squatté. Les derniers locataires squattaient l'appartement sans payer les loyers. Ouais. Et du coup, ils étaient à cran, donc ils voulaient le vendre. On l'a très vite compris qu'ils voulaient s'en débarrasser. Et du coup, on en a profité pour le négocier. Ouais, bien sûr. Faut pas hésiter, hein, toi qui écoutes les épisodes, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais vraiment, faut pas que tu aies peur de ce vocabulaire squatté, les non-paiements, les dégradations, enfin ça fait juste partie du deal. Il faut que tu acceptes de gérer ce genre de problème. Si tu veux qu'on appelle ça des problèmes, on peut appeler ça des problèmes, mais en fait, dis-toi que celui qui réussira à régler ces problèmes réussira à s'enrichir derrière. Donc il faut juste accepter, peut-être bénéficier des fois de ce que quelqu'un ne peut plus accepter. Enfin, c'est dur à vivre, hein, évidemment. Hein. Ça fait jamais plaisir. Hein. Je dis pas que ça me fait plaisir quand j'ai un locataire qui me paye pas le loyer ou quand je récupère un appartement et qu'il est saccagé. Mais disons que si tu arrives à rebondir, à te relever et à changer quelque chose de manière à t'enrichir là-dessus, t'inquiète pas que tu en ressortiras grandi de manière générale. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Mathieu, par rapport aux locataires qui ne payent pas leur loyer. Alors c'est vrai que ça arrive. Nous, le choix qu'on a fait en faisant des colocations pour démarrer, c'est qu'en fait, on a fait le calcul, même sur chaque coloc, il y a 4 chambres, même si on n'a qu'un seul locataire ou qu'un seul locataire qui paye son loyer, on est quand même dans les clous. On est quand même rentable. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, une seule chambre louée, j'imagine que c'est des belles chambres avec une belle prestation, etc. Ouais. Vu que c'est meublé, ça vous paye la mensualité de crédit. Ouais. Bon, ça nous paye tout juste la mensualité de crédit, mais voilà, on n'est pas en négatif, quoi. Ouais, hein, même en ayant une seule chambre louée. Donc c'était le. J'imagine que ça vous arrive pas, il y a tellement de demandes. Voilà. Du coup, je voulais qu'on avance sur la partie travaux, parce que c'est une partie hyper importante de l'investissement immobilier, surtout quand on fait du meublé et quand on veut amener une prestation un petit peu plus haut de gamme que ce qu'il y a sur le marché. C'est quoi, du coup, ta relation aux travaux, à l'aménagement, tu vois, tout ça, la réno, la déco, comment alors, nous, on ne fait pas du tout les travaux. C'est pas du tout notre... autant les chiffres et les papiers, les calculs, etc., c'est notre partie. Autant les travaux, ça l'est pas du tout. Ouais. Donc, on délègue à 100%. Ouais. Et par contre, on s'occupe un petit peu de la déco et de choisir l'ambiance qu'on veut donner à l'appartement. Voilà. Et ce qu'on fait dans tous les biens qu'on a, c'est qu'on donne une couleur ou un thème par chambre. Ouais. Voilà, qui permet de différencier. Alors après, ça reste très sobre. C'est blanc, les meubles sont blancs et bois clair, comme on voit beaucoup en ce moment. Voilà. Et chaque chambre a sa couleur, donc ça permet du coup aux locataires, c'est bête, mais quelqu'un qui adore le bleu, il va voir la chambre bleue, il va dire ah cool, moi je veux celle-là. Voilà. Ça permet de créer peut-être des petits coups de cœur. Tout à fait. Ça te plaît la déco, l'aménagement, tout ça, ou tu le fais par défaut ? Non, ça me plaît, ouais. Ok. Et puis c'est surtout super satisfaisant d'acheter un bien soit en mauvais état ou sinon qui est pas du tout à notre goût et de le refaire intégralement et d'arriver 3-4 mois après et d'avoir l'impression d'être dans quelque chose de neuf, de nickel. Et qu'il y a des gens qui disent mais j'adore cet endroit. Ouais. Même si c'est pas pour toi, tu te dis je vois ce que je suis capable de créer de mes propres mains, quoi. Surtout sur les colocs, on a souvent des gens qui viennent visiter les appartements et qui me disent ouais mais c'est magnifique, moi toutes les colocs que j'ai vues c'est un peu en mode un peu bricolage, quoi. Voilà, c'est bricolage, c'est un vieux canapé tout défoncé qui est dans le salon, les chaises elles sont pas pareilles, mais pas pareilles comme ça à la mode en ce moment, quoi. Pas pareil parce qu'on en a récupéré une là voilà. Donc ça fait le prix est un petit peu plus cher que le prix du marché, mais du coup c'est souvent des coups de cœur et les gens qui ont le coup de cœur prennent la chambre. Mais j'ai remarqué que c'est aussi une vraie stratégie, ça je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai l'impression que si t'es plus cher que le marché, en tout cas si t'es dans la fourchette haute, tu te payes le luxe d'avoir des gens qui vont peut-être moins dégrader ou qui vont faire plus attention. Tout à fait, oui. Et puis le système de la coloc fait que 95% de nos locataires c'est des étudiants, donc c'est les parents qui sont garants. C'est très souvent les parents qui payent le loyer, c'est directement les parents qui font le virement du loyer, donc je pense que... les locataires sont un petit peu plus... Ils ont peut-être un petit coup de pression de la part de leurs parents en disant fais attention parce que ma caution je compte la rembourser. Je compte la récupérer, pardon. Énorme. Oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Moi, si tu me suis et que tu sais la façon dont j'investis, tu sais très bien que j'ai pas de colocation, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais ça me plairait d'en faire par contre. Et c'est vrai que quand on en parle en off de ces colocs que vous gérez, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et par contre, juste une petite parenthèse par rapport à cette partie
rénovation et mettre au goût du jour, comment t'expliques qu'il y a encore des colocs en 2022 qui sont pas au goût du jour? Enfin, je veux dire, ça doit être hyper compliqué. En plus, il y a le Covid qui est passé par là. Comment ils font pour s'en sortir? C'est pas possible. Je pense que du coup, les chambres sont moins chères, le loyer est moins élevé. Oui, voilà, okay. Du coup, les gens qui peuvent pas forcément se permettre de mettre Yes, okay. un peu plus, ils vont un peu par défaut. Ok, ouais, ça satisfait une autre partie du marché. Ok, j'entends. Okay, Nous, au prix auquel on loue les chambres, il y a des studios à Montpellier qui se louent à ce prix-là. Mais souvent, les gens préfèrent avoir une coloc. Déjà, pour le même prix, ils préfèrent être en coloc pour ne pas être seul, échanger avec d'autres personnes. Souvent, c'est des étudiants qui sont pas de Montpellier. Du coup, ça leur permet de rencontrer d'autres personnes, etc. Et aussi parce que du coup, nous, il y a tout qui est compris. Donc, il y a un lave-vaisselle, il y a une machine à laver, il y a un sèche-linge dans chaque appartement. Et rien que la machine à laver, le sèche-linge, ça, c'est... et ça doit les rendre chaque personne qui visite, on dit « Waouh, trop bien, j'ai pas besoin d'aller à la laverie. » Quel enfer, la laverie. Voilà. T'as connu la laverie quand t'étais étudiante? Non, j'ai pas connu la laverie quand j'étais Moi, étudiante. Moi, j'ai connu la laverie. Je peux te dire que c'est un enfer. C'est pas le meilleur endroit pour rencontrer des petites. J'ai une question un peu plus... peut-être humaine, j'ai envie de dire. Moi, j'adore l'immobilier humain. En tout cas, je pense que ça m'a vraiment permis de mieux me comprendre moi et de comprendre la vie en général. Parce que je pense que l'immobilier, c'est un besoin primaire. C'est comme manger, boire, se loger. Et ça m'a permis peut-être de m'intéresser un petit peu aux sciences sociales. Et là, j'ai envie de te poser une question plus générale, c'est-à-dire, quelle est... Je sais pas trop comment te la tourner pour que ça soit pas trop méta et que les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Donc, tu crées ces choses-là, tu crées de la valeur. Donc, tu crées une valeur pécuniaire pour toi et ton foyer. Et tu crées une valeur, tu fais en sorte que ces logements soient décents, voire même c'est limite luxe, quoi. Enfin, il y a tout dedans. À quel point ça t'enrichit humainement? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? C'est tout à fait ok si tu ne l'es pas posé, mais je pense que moi, en tout cas, c'est un vrai sujet depuis quelques mois, j'ai envie de dire. C'est assez nouveau chez moi. Je me pose plein de questions sur qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai vraiment contribué en faisant ça, tu vois? Des fois, je faisais les choses et après, je me suis dit, mais tu vois, avec le recul, j'ai contribué en faisant ça. Alors, je me la suis jamais vraiment posé cette question, c'est vrai. Mais on est très content de rendre les locataires contents parce que quand on voit les gens qui nous disent « Oh là là, j'ai visité tellement d'appartements, de maisons, c'était pourri, c'était moche, etc. » Et là, ils sont contents d'habiter dans un logement décent, où tout est propre, tout est clean. C'est des étudiants, donc ils vont faire leurs études dans de bonnes conditions. Alors évidemment, des fois, ça peut arriver, il peut y avoir des petits soucis, le chauffage dans la résidence qui ne fonctionne pas, ce genre de choses. Ça, on n'est pas tributaire de ce genre de désagréments, mais on permet à des jeunes d'habiter, de passer une année scolaire, surtout avec les années scolaires qui viennent de s'écouler ces 2 dernières années. Ils étaient dans des bonnes conditions. Même s'ils n'allaient pas à l'université ou quoi, ils étaient dans des conditions vraiment rêvées pour... d'une part peut-être étudier et ne pas couper le lien social, quoi. Voilà, exactement, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je me dis que le gouvernement devrait remercier les investisseurs immobiliers qui se lancent dans ce genre de projet. Vraiment, ils leur doivent une fière chandelle. Alors après, évidemment, l'obtention des crédits immobiliers, c'est grâce aussi à la réglementation qui fait que c'est possible, donc c'est aussi grâce au gouvernement. Mais aujourd'hui, on vit en France une crise de l'immobilier. Il y a beaucoup de logements qui sont indécents, qui sont pas propres, ils sont impropres à la location. Et grâce à ces investisseurs immobiliers qui font pas de la location courte durée, même si moi je pense que c'est une bonne chose la location courte durée, je dis pas ça, mais du coup le gouvernement est un peu contre la location courte durée, en tout cas il aimerait la limiter, mais vous n'en faites pas, mais vous rénovez quand même des logements qui étaient vieillots, hyper vieillots pour certains, et vous en faites quelque chose de hyper décent. Et moi je trouve que ça c'est la meilleure façon de contribuer, d'une part au marché, et aussi de contribuer d'une manière sociale pour donner accès à des gens à quelque chose peut-être qu'ils n'ont jamais eu, quoi. Oui, alors du coup je ne suis pas 100% d'accord avec toi parce que pour moi le gouvernement favorise quand même ces initiatives-là. Ouais. Nous sur ces 2 appartes, on est sous le régime fiscal de la LMNP, donc la location meublée non professionnelle, loueur meublé non professionnel. C'est-à-dire qu'on loue un logement meublé, donc il y a toute une liste de meubles à fournir obligatoirement dans le bien, donc c'est tout bête, c'est une table, des chaises, de la vaisselle, de quoi se laver, un lit. Généralement, vous faites bien plus. Voilà, on fait bien plus. Et il ne faut pas que ces revenus-là dépassent un certain seuil, un certain pourcentage des autres revenus du foyer. Et si on rentre dans ces critères-là, on peut appliquer ce qu'on appelle le déficit foncier. Ah ouais, ok. Donc, sur ces biens-là où on a fait 50 000 euros de travaux, on va pouvoir reporter
toutes les dépenses des travaux, donc les 50 000 euros, le déduire en fait de tout le positif qu'on a tous les mois. C'est vrai, mais à culpa, c'est vrai, Et ça donc, c'est génial. Et on peut, sur une période de 10 ans, du coup, être à zéro en fait tous les mois. Ne pas, même si on a bien donc les 1 000 euros de cash flow, comme je vous disais tout à l'heure, on a bien ces 1 000 euros de cash flow, ils vont bien dans notre poche, on peut bien s'en servir pour faire ce qu'on veut. Mais au niveau de la déclaration d'impôt, on va pas, il y aura écrit qu'on a gagné 1 000 euros, mais il y aura aussi écrit qu'on reporte 1 000 euros des 50 000 euros de travaux qu'on a payés. Du coup, pendant 10 ans, on peut ne pas payer de travaux. Ne pas payer d'impôts. D'impôts, sur les parce que c'est une balance fiscale en fait. Ouais. C'est une balance comptable qui nous permet de montrer qu'on a dépensé de l'argent. Du coup, ça ramène l'imposition à zéro étalé sur plusieurs années. Mais l'argent, il rentre quand même tous les mois et on peut l'utiliser. Et voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers après qui se séparent de leurs biens au bout de cette durée. Très probablement, oui. Ou alors, du coup, ça vous est pas encore arrivé, mais à un moment donné, la question se pose, quoi. Oui. Alors, soit s'en séparer, soit refaire des travaux. Ouais. Et ça fait des travaux importants, du coup. Ça refait... Oui. Ouais. Et c'est aussi pour ça que vous avez peut-être des gens autour de vous qui font de l'immobilier, qui ont des biens immobiliers et qui ne louent pas en meublé. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas cet état d'esprit investisseur immobilier. Ils se sont dit ça doit être sympa d'acheter un bien, de mettre un locataire dedans et de gagner un peu d'argent tous les mois. Et qui n'ont pas voulu forcément le mettre en meublé. Tandis que ceux qui le font en meublé, donc qui vont vous parler de l'MNP, c'est souvent des gens qui ont réfléchi au montage, qui ont réfléchi à ça et à ne pas payer d'impôts. Alors attends, imaginons là, il y a quelqu'un qui écoute le podcast. Cette personne, elle a un bien immobilier qu'elle loue en nu, ça veut dire qu'il n'y a pas de meubles dedans. Ouais. C'est une location longue durée classique. Ça serait difficile pour cette personne de passer sous le régime LMNP ? Non, la seule chose pour elle, la seule chose qu'elle aurait à faire, ce serait juste de mettre des meubles dans l'appartement. Ouais. Il y a la liste je précise qu'il y a la liste sur le site du gouvernement. Oui, tout à fait, oui. Ce serait juste de mettre des meubles, de mettre un lit, une table, une chaise, au moins une chaise, de la vaisselle, quelques poêles. Le déclarer, il y a un document CERFA. Le déclarer, il faut faire un CERFA au centre de formalité des entreprises pour avoir un numéro SIRET et puis c'est parti. Je précise que ça ne veut pas dire que tu deviens une entreprise toi-même. Hein. C'est le bien lui-même qui est enregistré sous cette forme-là, mais tu ne deviens pas une entreprise. Donc si tu es salarié, tu ne perds pas ton droit au salariat ou ça ne rajoute pas plus d'impôts ou quoi que ce soit. Rien à voir avec ça. Vraiment juste, c'est une façon de déclarer ton bien en fait. Et pour ceux qui touchent le chômage, les revenus de la LMNP du coup ne viennent pas en déduction des allocations chômage non plus. Merci pour cette précision, tu vois, je ne savais même pas. Bon, écoute, on arrive un petit peu sur la fin des questions, on va dire, très IMO. Même si après, j'ai un petit jeu qui s'intitule les 10 mini-questions. Tu vas voir, ça va te plaire. Mais avant de terminer, je voulais savoir aujourd'hui, avec ce que vous avez fait, et vraiment, ça a été hyper rapide, j'ai l'impression, votre croissance en 4 ans. Nous, on se connaît bien, donc je le vois bien. Et surtout ce que vous allez faire cette année en immobilier. Même si on s'associe, vous, votre capital, il va vraiment grossir de manière exponentielle. Quel est aujourd'hui, est-ce que, peut-être t'en as pas, mais est-ce que tu as un rêve ou un objectif qui ça n'a pas forcément de lien avec l'IMO, mais peut-être si, je sais pas. Non, c'est de pouvoir continuer ce qu'on fait et de pouvoir en acheter encore d'autres et d'autres et plus encore. Ouais. La finalité, c'est peut-être d'en jouir tous les jours, le fait que ça apporte du cash, donc tu as une meilleure vie. Oui, du coup, oui, forcément, ça contribue à l'augmentation de nos revenus et puis de pouvoir, en parallèle, forcément, moins travailler et moins avoir besoin de travailler sur d'autres projets, effectivement. Ouais. C'est vrai que ça paraît bête comme ça, hein. Souvent, je fais exprès de te poser la question parce que souvent on se dit mais j'ai des rêves, j'ai envie de m'acheter un bateau, j'ai envie de vivre au Guatemala, tu vois, je sais pas, n'importe quoi. Mais la vérité c'est que juste tu peux avoir une vie tout à fait classique. D'ailleurs ça me fait penser à un livre qui s'appelle The Millionaire Next Door, qui est un livre qui est pas traduit en français malheureusement, mais grosso modo c'est le millionnaire de la maison d'à côté. Et c'est une étude en réalité qui a été publiée aux États-Unis sur le fait qu'il y a énormément de millionnaires qui vivent une vie tout à fait lambda. C'est ton voisin d'à côté, ça se trouve c'est la porte d'en face de chez toi, tu sors de chez toi, c'est ton paillasson, en face il y a un millionnaire. C'est juste qu'il a pas en fait d'ambition d'acheter un bateau à voile ou quoi que ce soit. Peut-être que lui juste il veut avoir tous les jours une vie riche, une vie épanouie, pouvoir faire des bons restos avec ses amis, c'est peut-être juste ça. Alors du coup nous dans notre mode de vie c'est un petit peu quelque chose qu'on applique parce qu'on a 2 enfants en bas âge. Ce qui nous tient à cœur, c'est de passer le maximum de temps avec eux. Et du coup, on travaille moins pour pouvoir
pour pouvoir s'en occuper pleinement et profiter pleinement. Ils sont avec nous à la maison tous les jours. T'achètes ton temps en fait. Exactement. Magnifique. Exactement. Et du coup, l'immobilier permet, entre guillemets, sans rien faire, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on doit intervenir tous les jours. Alors oui, on peut mettre des annonces, faire visiter les locataires, etc. Mais tous les mois, du coup, on a ces 1 000 € qui tombent sans rien faire, en fait. Ouais. Et en passant du temps avec nos enfants, avec nos amis. Voilà. Puis ça te prend vraiment assez peu de temps, j'imagine, en gestion. Non, au quotidien, pas du tout. Il y a des locataires de temps en temps qui vont nous demander qu'on leur envoie les quittances de loyer, mais bon, ça, avec le logiciel qu'on utilise pour gérer les baux, ça nous prend 2 secondes. Ouais. Et voilà, on a un petit peu de travail quand la rentrée approche pour faire rentrer les nouveaux locataires, mais sinon, c'est pas quelque chose sur lequel on travaille tous les jours, non. Ok. Bon, bah écoute, c'est parti. Merci d'avoir répondu à tout ça. C'est parti pour les mini-questions. T'es prête ? Allez. L'idée, c'est que tu répondes cash. Hein. T'as pas de temps de réponse. Hein. T'as le droit de commenter, par contre. Ok. Épargner ou investir ? Investir. Patrimonial ou rentable ? Rentable. Crypto ou IMO ? Immo Bitcoin. Allez. C'est quoi IMO Bitcoin ? C'est le livre que François a écrit sur justement la rencontre de l'immobilier et des crypto-monnaies. Ok. T'as le droit de faire la promo, il n'y a aucun souci. Ok, vous pouvez le retrouver sur le site riche-à-30ans.com. Ok. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, grosso modo, on peut avoir de l'immobilier backé sur de la crypto ? Tout à fait. On peut tokeniser, donc prendre un bien immobilier, donc un immeuble, le diviser en jetons, donc les tokens, et acheter. On peut acheter pour 10 € un immeuble qui a été tokenisé en des milliers de jetons. Ok. Et ça, c'est un ouvrage qu'il a écrit quand, François ? Qu'il a écrit en 2019. On mettra le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Ok. Se lancer en direct ou se former avant ? Alors je dirais que le plus important c'est le passage à l'action. Donc j'aimerais dire se lancer en direct, mais c'est quand même bien de se former. Pas trop non plus, parce que quand on se forme trop, on emmagasine trop de connaissances et on est trop... On sait plus où donner de la tête, on sait plus qui croire, on va s'arrêter à des petits détails. Moi je vois souvent des gens qui nous contactent, qui me disent « Oui, je veux investir en immobilier, mais je fais une SCI à l'IR ou je fais une SCI à l'IS ?» En fait, c'est pas ça qui est important. Trop tôt. Voilà, trop tôt. Déjà, le premier, c'est en LMNP, c'est pas en SCI. Ouais. J'ai une anecdote par rapport à ça. Mon premier investissement immobilier en 2013. Du coup, mon premier bien, je l'ai acheté en 2012 et je l'ai revendu en 2013, donc il y a quasiment 10 ans, c'est incroyable. Et l'anecdote, c'est que du coup, je fais cet achat-revente sans savoir que c'était un achat-revente à la base. Enfin, vraiment, je l'ai fait. J'en parlerai dans un autre épisode. Et je le revends. Je comprends que c'est une stratégie, en fait, immobilière chez les investisseurs. Parce que les gens m'ont dit « Ah, t'as fait un achat-revente ». Et donc du coup je me rends compte que sur internet il y a des formations à l'achat-revente et moi en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai acheté la formation de ce que je venais de faire sur lequel je venais de prendre un billet de 50K. J'achète la formation juste derrière d'un mec hyper connu d'ailleurs sur le web qui faisait ça et je l'ai acheté juste pour me rassurer, pour savoir si j'avais bien fait correctement et tout et voilà, donc j'étais content. Donc effectivement je pense que c'est une bonne chose de se former, mais il faut quand même se lancer à un moment donné. Il faut se lancer, oui. Monopropriété ou copropriété ? Alors du coup, je dirais plutôt à voir en fonction de la rentabilité du bien. D'accord. Pas mal le joker. Pas mal. C'est vrai que si on parle de tes colocs, franchement, la copro, on s'en fout, quoi. C'est tellement rentable. Ouais. Alors juste, si on part pour l'option colocation, ou si on veut faire la courte durée, bien s'assurer que le règlement de copropriété n'interdit pas de faire la colocation la courte durée, parce que ça peut arriver. Ah, exact. Quand ça s'appelle ça déjà ? Il n'y a pas un terme un peu rocambolesque là, comment t'appelles ça ? La jouissance normalement, s'il n'y a pas de clause qui interdit... clause de bourgeoisie, ce qui est marqué normalement dans les règlements de copropriété, c'est que les occupants des appartements doivent l'occuper en bon père de famille. Je savais même pas, ok. J'avais vu clause de bourgeoisie. Et je crois que ça existe aussi, oui, des fois, clause de bourgeoisie. Après, ça, c'est des termes qui sont, je pense, dans ta région. Si tu nous écoutes dans le nord de la France, c'est peut-être différent, je sais pas. Prochaine question. Chacun son notaire ou un notaire pour deux ? Chacun son notaire. Ça sent le vécu, ça. Alors, on n'a jamais eu de mauvaise surprise avec un notaire. Par contre, je trouve que c'est important de tisser une relation de confiance avec son notaire. Nous, on travaille toujours avec le même. Ouais. Il nous connaît, il connaît notre dossier. Il sait qu'on est sérieux. Il sait quand on se positionne sur des biens, qu'on signe des compromis, on va au bout. Donc, il défend notre dossier parce qu'il nous connaît.
C'est pas un notaire qu'on a trouvé sur Google. Enfin, je veux dire, c'est pas. On sait avec qui on travaille, quoi. Ouais. On sait qu'on peut lui faire confiance et qu'il défendra toujours nos intérêts quoi qu'il arrive. Ouais. C'est ça l'avantage de toujours passer par lui, c'est que c'est donnant-donnant, quoi. Ouais. Et puis ça fait gagner du temps parce que je lui envoie un mail, je lui dis voilà, voici une offre d'achat, merci de rédiger le compromis. Il sait qui je suis, il sait qu'il peut se mettre à travailler dessus de suite parce que notre dossier il est ok, quoi. Ouais. J'avoue que tu m'as converti pour le coup, c'est devenu mon notaire maintenant. Ben voilà. Je vais demander une commission. Et d'ailleurs, je te le dis, toi qui écoutes le podcast, les conseils notariés sont gratuits. Donc, tu vois, c'est pas comme un avocat où tu prends rendez-vous, etc. Enfin, ça va peut-être dépendre de la situation, etc. Mais en fait, le notaire, il est payé à l'acte. Donc, tant qu'il a rien rédigé et qu'il t'a pas fait signer, c'est pas payant. Son travail, t'as le droit, tu peux le solliciter pour avoir des réponses. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Le notaire est payé à l'acte. Donc, que ce soit pour le régime matrimonial ou le régime juridique sous lequel on achète le bien, tant qu'on n'a rien signé, tant qu'il n'y a pas de document officiel qui a été écrit, qui a été rédigé par lui, il n'y a pas d'émolument à lui verser. Et j'en profite aussi pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux locataires qui pourraient ne pas payer leur loyer. La chose à faire, donc, c'est envoyer un recommandé, etc. Bon, si ça ne suffit pas, on peut demander à un huissier de justice d'intervenir. Donc les gens pensent souvent que ça coûte 5, 6, 700, on m'a même dit mais je crois que ça coûte 1000 € de faire intervenir un huissier. Non, l'acte il est réglementé. Un courrier d'un huissier de justice, il faudrait vérifier, mais c'est moins de 200 €. Ouais. Donc, j'ai eu le cas récemment et je crois que le forfait pour le déplacement c'est 150 € et s'il faut notifier derrière en recommandé par l'huissier de justice, c'est 50 € supplémentaires. Ouais, voilà. Je crois qu'on est sur un package à 200 balles. Donc 200 € pour récupérer un loyer de 500 € par mois, c'est carrément, ça vaut carrément le coup de les dépenser, quoi. Jamais d'apport ou toujours de l'apport ? L'idéal ce serait jamais d'apport, mais souvent la banque demande un petit apport, d'apporter au moins les frais de notaire, ça les rassure. Là on enregistre en juin 2022 et clairement ça devient difficile de venir avec ses grands sabots et de dire, même avec une bonne situation, de dire je paye pas les frais, quoi. Ouais. Banque en direct ou courtier ? Il fallait qu'elle bloque. Alors moi dans ma situation c'est banque en direct. Ouais. Parce qu'on les connaît, parce qu'on a tissé des relations avec certaines banques. Ouais. Mais pour démarrer, courtier, ça peut être une bonne idée, surtout si on a un profil un petit peu atypique. Le courtier a déjà le contact en fait avec le banquier et il arrivera à dire des choses que nous on n'oserait pas forcément lui dire et à défendre notre profil. Ouais. Ok. Et il faut savoir que le courtier se rémunère directement avec la banque. On ne va pas le payer, nous, directement, le courtier. Ouais, exact. Toutes les opérations que j'ai fait avec le courtier, c'était un forfait quand c'était moins de 100 000 € de coût d'acquisition. Il a pris 1 000 € et sur plus de 1 000 €, après, il a pris un pourcentage. Donc, franchement, c'est payé par la banque, c'est des frais, quoi. Et puis surtout, le payer pour pouvoir réussir à obtenir le financement qui va nous permettre derrière de générer des revenus, c'est carrément ok, quoi. C'est un super service. Et je pense que vous pouvez même lui offrir une bouteille de champagne. C'est ce que je fais avec mon courtier. Et nous, c'est ce qu'on fait avec notre banquière. À chaque obtention de financement, on lui amène une petite boîte de chocolat et un bouquet de fleurs. Allez, faut bien les traiter. Hein. Eh oui. Et pour terminer, est-ce que tu as bullshité pendant cette interview ? Pas du tout. Bon, ça marche. Alors, on est sur la fin de ce podcast et comme toute fin de podcast, tu le sais, on va passer à la question et après à la reco de la semaine. Donc j'ai une question de Gwen qui demande « À quoi dois-je faire particulièrement attention lors de l'état des lieux de sortie ?» C'est vrai que si tu loues, tu sais très bien que pour démarrer la location, il faut un état des lieux d'entrée et pour chaque fin de location, afin que le locataire puisse récupérer sa caution et que toi tu récupères tes clés, il faut faire un état des lieux de sortie. T'as envie de répondre, Marine ? Spontanément, il y a des choses qui viennent en tête ? Spontanément, mis à part les vérifications ordinaires, vérifier qu'il n'y ait pas de traces sur les murs, ce genre de choses. Propreté, ouais, pas de casse. S'il y a une télé, nous on met une télé dans chaque chambre, vérifier qu'elle marche bien quand le locataire s'en va. C'est pas forcément quelque chose auquel on penserait. S'il y a des volets roulants électriques ou même avec une manivelle, bien les descendre, les remonter, voir que tout est ok. Très important. Si on fait l'état des lieux en plein été, en plein jour, les volets forcément ils seront remontés, on s'en rendra pas forcément compte. Ouais, bonne idée, j'y aurais pas pensé. Ce qui peut être caché aussi des fois, on a eu une
une mauvaise surprise une fois, les lattes du lit qui étaient complètement cassées. Sauf qu'on n'avait pas... du coup, on a soulevé le matelas et on a vu que les lattes du lit étaient cassées. Et après l'état des lieux ? Oui. Aïe. Bon, on apprend quoi. Bah oui, maintenant on regarde toujours. Ouais, donc Gwen, grosso modo, propreté dans un premier temps, ensuite faire l'inventaire des meubles, évidemment, si tu fais du meublé, les meubles, les couverts, les verres, les assiettes, et j'en passais des meilleurs. Et ensuite, dans la partie un peu plus, on va dire, importante due au contrat bail que tu as signé, c'est la relève des compteurs, donc compteur, le Linky pour l'électricité. S'il y a du gaz, tu as un compteur de gaz, et l'eau, évidemment, il faut que tu fasses une relevée de compteur pour pouvoir arrêter le paiement au mois de départ. La lumière aussi, ça fait partie des choses que je m'étais noté de te dire. Si toi aussi tu as une question et que tu veux la poser, tu peux la poser directement en DM sur l'Insta de Chronique Imo Podcast. Et pour finir, la reco de la semaine, la reco c'est la reco de Marine. Hein. C'est quoi ta reco, Marine ? C'est tout basique. Moi je dirais le logiciel qu'on utilise pour générer les baux. Parce qu'il existe une multitude de sites en ligne qui proposent des modèles de baux déjà rédigés, gratuits ou non. Mais il faut savoir que, comme dans tous les domaines du droit, la réglementation change tous les jours ou presque. Et du coup, moi, je conseille de s'assurer que le bail qu'on va faire signer à son locataire comporte bien la réglementation en vigueur au jour de la signature. Okay. Donc nous, on utilise le logiciel Rentila, qui coûte, je crois, à l'année une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. Donc si 50 euros peuvent permettre de ne pas avoir de litige... Franchement, il est complet ce truc. Hein. Ouais. C'est pas une fusée, mais franchement, il est complet. Il y a tout ce qu'il faut. Franchement, on n'a jamais eu besoin de passer par une autre plateforme ou par un autre site pour avoir des documents pour gérer les biens. On peut gérer le paiement des loyers, etc. Envoyer les quittances directement en un clic. Ok. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. J'utilise aussi Rentila. Il faut savoir que si tu n'as qu'un seul bien immobilier, ou peut-être même deux, je crois, je ne me rappelle plus, mais en tout cas pour un bien immobilier, c'est gratuit, tu as accès à toutes les options pour un seul bien immobilier, et je crois qu'à partir de 2 ou 3 biens immobiliers à vérifier, tu dois passer sur une version payante qui est vraiment pas chère. J'ai comparé tout ce qui se fait sur le marché, c'est pas cher, et c'est vraiment complet. L'avantage, c'est qu'ils sont basés en Europe et ils te répondent hyper rapidement quand tu as un besoin. Il faut savoir que j'ai eu quelqu'un au téléphone de chez eux la semaine dernière et du coup j'ai un petit bon de 10 euros. Si tu veux, tu as un lien, donc je le mettrai dans la description. Si tu prends une version payante, évidemment, tu auras un bon de 10 euros. C'est toujours ça d'économiser sur, je crois, la quarantaine ou la cinquantaine d'euros par an. Voilà, donc si tu as plusieurs biens, en tout cas, moi je le recommande aussi, c'est très bien. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi, Marine. Avec plaisir, Mathieu.